moi, je vais parler en français, donc comme on a décidé, mais je peux toujours changer si c'est toujours le moment. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Kamel Lazare, le musée du Bardo et tout particulièrement Lina Lazare de m'avoir convié à ces journées. Et donc, concernant le sujet dont on veut traiter, moi, j'ai pensé peut-être qu'il était bon de rappeler combien le lien entre culture et politique est ancien, vu depuis le monde arabe même, sachant bien que ce débat dépasse le monde arabe. Et je voudrais tout simplement vous proposer une catégorisation en 3 périodes. À mon sens, on peut voir se dégager clairement 3 périodes dans la relation entre culture et politique depuis le monde arabe, donc depuis le début du XXe siècle, depuis qu'il y a ce processus de modernisation culturelle prend des formes institutionnelles fortes. La première période, elle va jusqu'aux années 70, et c'est celle où la culture est un enjeu fondamental pour les nationalistes. Et là, on voit se dégager 2 groupes, 2 points de vue différents. Et donc, culture et politique à une échelle régionale. Et le débat au sein du monde arabe, que certains d'entre vous, en particulier ceux qui viennent du monde arabe, connaissent, c'est celui qui a opposé les partisans du panarabisme aux partisans du patriotisme, de nationalisme arabe ancré dans les frontières postcoloniales. Ce débat à l'université, il a été théorisé en reprenant les termes des penseurs arabes eux-mêmes, avec d'un côté la Qawmiya, donc le panarabisme que défendait Nasser. En gros, l'identité arabe est une identité transnationale qui va au-delà des frontières entre l'Égypte, les pays voisins, et qui est fondée sur une haute culture arabe qui fait le lien entre tous les habitants des pays qui vont du Maroc jusqu'au sultanat d'Oman. Donc c'est intéressant de voir qu'une étude des discours de Nasser, par exemple, montre qu'il ne faisait pratiquement jamais référence à l'Égypte pharaonique. C'était extrêmement rare que Nasser fasse référence aux pyramides, aux pharaons, à ce passé si prestigieux, ce réservoir en fait de symboles dont il disposait pourtant. Non, la culture arabe, l'utilisation politique de la culture dans ce nationalisme arabe-là est fondée sur une haute culture transnationale. En face en particulier des prétentions au leadership sur le monde arabe de Nasser, s'est développé un autre point de vue, celui du patriotisme ou de la wataniya. Donc dans ce point de vue-ci, par région, on essaie de faire émerger des identités locales, ancrées dans des particularismes locaux. Et là, le pays phare, ça va être très rapidement l'Irak. L'Irak, et pour vous donner un exemple de ce qu'est cette pensée, cette manière de penser politiquement la culture dans ses formes visuelles, prenons l'exemple de Jawad Salim. Jawad Salim, qui est aujourd'hui considéré comme une des plus grandes figures de l'art moderne arabe. Jawad Salim prend modèle sur les artistes européens et essaie de créer une doctrine, une pensée de l'art dans le monde arabe. Et lui cherche à ancrer le modernisme venu d'Europe dans la culture arabe en puisant dans les antiquités pré-islamiques de l'Irak, dans la culture populaire, le folklore irakien. Donc, et c'est là qu'émerge ce concept de turath dans le monde arabe qui sert à traduire patrimoine en français ou heritage en anglais, qui va prendre une ampleur considérable. Et la troisième source, c'est la peinture islamique de l'école de Bagdad. Ce qui intéresse Jawad Salim, c'est un art islamique, mais ancré dans les frontières de cet Irak moderne. Donc vous voyez, on a 2 manières de voir la culture au sein même du monde arabe et qui reflètent des enjeux de pouvoir. Où est le centre? Est-il au Caire? Est-il à Bagdad? Est-ce qu'on veut dépasser la division en 22 États ou est-ce qu'on veut la maintenir? On veut conserver les frontières. Pour ce nationalisme arabe, sous ces 2 versants, connaît le défi ensuite de l'islamisme qui monte dans les années 60, qui devient l'idéologie qui va rallier à elle nombre de nationalistes arabes. Et c'est ce qui va nous conduire disons, au 2e âge de la relation entre culture et politique, à mon sens, dans le monde arabe, avec cette fois-ci une échelle plus régionale pour le débat.
Là, le débat, il n'est plus au sein du monde arabe lui-même, et tout simplement parce que l'islamisme est une idéologie qui dépasse largement les frontières de ce monde arabe. Et là, on va avoir deux autres tendances culturelles. On va avoir dans les années 80 l'islamisation. Une islamisation aussi bien par le bas que par le haut. L'islamisation par le bas, c'est celle à laquelle poussent des courants de pensée tels que les frères musulmans dans le monde arabe ou également l'islamisme en Iran. L'islamisation, ensuite, face à ce défi en fait, de l'islamisation culturelle, on va avoir une surenchère dont le meilleur exemple vient probablement des pays du Golfe. Dans les pays du Golfe, et en particulier les États côtiers, que ce soit au Koweït, au Bahreïn, aux Émirats ou au Qatar, on a une politique d'islamisation de la culture par le haut, par les ministères, qui s'opère dans les années 80. Ça, c'est ce deuxième temps. Ce deuxième temps, ensuite, sa dialectique, c'est celui de la libéralisation. Face à cette islamisation culturelle qui opère dans les années 80, on va avoir en réaction une libéralisation dans les années 90. Alors pourquoi a-t-on ce basculement-là? Cette libéralisation culturelle dans le monde arabe dans les années 90, eh bien, pensez à tous ces projets de musées qui sont apparus depuis le Qatar, ensuite aux Émirats arabes unis. Dans une moindre mesure, on les trouve également au Bahreïn aujourd'hui. Et ensuite, l'autre versant important, c'est le marché de l'art. Un marché de l'art régional qui, lui, est basé à Dubaï. Et là encore, tout comme l'islamisation, on dépasse les frontières du monde arabe. Si vous vous intéressez au marché de l'art qui est basé à Dubaï, vous verrez qu'y participent des acteurs venus d'Asie du Sud, et en particulier du Pakistan, mais également d'Iran et dans une moindre mesure de Turquie. Donc, premier âge, culture et politique à l'échelle du monde arabe, avec la dialectique, est-ce que c'est le panarabisme, est-ce que c'est des nationalismes arabes ancrés dans les frontières, est-ce que c'est des patriotismes? Deuxième âge, c'est la régionalisation de la problématique culture et politique, avec d'un côté l'islamisation culturelle, en face la libéralisation culturelle, et à chaque fois, chaque acteur se sert d'une de ces idéologies pour défendre son précaré politique. Et puis, le troisième temps, la troisième grande période, elle est postérieure aux fin des années 90, années 2000. Et c'est là où ce n'est plus l'échelle régionale qu'il faut prendre en compte, c'est l'échelle globale. Et qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans cette échelle globale? Eh bien, à mon sens, c'est la question de l'immigration. Qui fait qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse aux enjeux culturels depuis le monde arabe, ce n'est plus seulement une dialectique qui implique les États arabes et les États musulmans voisins, mais également l'Occident. Et on voit, quand on regarde le maillage des institutions culturelles, on voit bien l'imbrication qu'il y a aujourd'hui entre projets culturels au sein du monde arabe, l'implication des acteurs venus des pays de la région, et également tout l'intérêt que portent à ces projets les pays occidentaux où il y a une immigration musulmane, enfin en provenance du monde musulman. Et voilà ce que je vous propose comme cadre qu'on peut discuter ensuite. Mais ensuite, quel est le défi que représente aujourd'hui l'État actuel? Donc, c'était ce niveau de globalisation. C'est que les plateformes dont on dispose aujourd'hui ne sont pas des plateformes qui amènent les différents points de vue qui ont émergé au XXe siècle à parler ensemble. On a soit des plateformes libérales, soit des plateformes destinées à ceux qui défendent, disons, nationalistes, soit des lieux qui rassemblent des points de vue islamistes entre eux. Mais c'est extrêmement rare aujourd'hui, malgré la multiplication des plateformes et des projets culturels, d'avoir des lieux où ces points de vue se rencontrent. C'est vrai au sein du monde arabe, mais c'est également vrai ailleurs. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des plateformes où les points de vue qui ont émergé tout le long du XXe siècle peuvent se confronter les uns aux autres, autrement que par de la violence. Aujourd'hui, on a une confrontation au sein du monde musulman entre le point de vue islamiste sur la culture et les points de vue en face nationalistes ou libéraux. Mais ça passe par la violence. Il n'y a pas de lieu de discussion, de lieu de mise en œuvre d'une dialectique où les différents points de vue qui existent peuvent s'exprimer et amener à une résolution par la dialogue et non pas par la confrontation violente.
Voilà.